Salut les footeux et bienvenue pour ce premier épisode de mes réponses à vos questions connes. Tout d'abord, merci d'avoir été aussi nombreux à poser des questions, je crois qu'il y en a une bonne vingtaine dans l'eau facilement, donc c'est assez énorme, moi je trouve, pour moi, à mon niveau, bien entendu, mais merci beaucoup. Et puis je vois que le concept vous a plu, que le format vous a plu, donc j'ai hâte de répondre. J'ai sélectionné 5 questions pour pas que la vidéo soit trop longue. Vous inquiétez pas, là si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, et même si c'est la même question, vous pouvez la reformuler, la poser dans les commentaires, et peut-être que je la choisirai. Et puis en passant, tant qu'on est au début de la vidéo et que je vous tiens, rappelez-vous que si vous aimez mon contenu, que vous aimez la chaîne, vous m'aimez moi tout simplement, vous pouvez me soutenir gratuitement, financièrement, sur Utip, le lien est dans la description. C'est parti, on va commencer par la première question. Et donc c'est Mister166 qui me demande pourquoi on joue au foot à 11. Alors il y a 4 grandes hypothèses qui se concurrencent, on va dire entre guillemets, avec une certaine dose de pertinence pour certaines, mais on va les prendre dans l'ordre chronologique. Alors la première a été découverte il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une quinzaine d'années. En fait, dans la grotte de Juliesco, on a découvert des graffitis, et le premier graffiti représente 2 hommes préhistoriques qui jouent avec une sorte de balle, quelque chose. Enfin, il y a un truc rond entre deux, donc on a supposé qu'ils ont joué au foot en 1 contre 1. Juste après, vous avez un autre graphe, un autre tag qui montre 11 personnes, 11 hommes préhistoriques, qui jouent aussi avec ce même ballon, donc on suppose qu'ils ont eu la petite réflexion. Ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Par contre, étant donné qu'il y a toujours une dose de compétition dans le sport, dans tout, et ça depuis l'origine de l'homme, eh bien on peut se dire qu'ils ont dû se dire tiens, on va couper l'équipe en 2, mais seulement 11 divisé par 2, ça fait 5,5. On peut pas couper un type en 2 et qui continue à jouer. Donc du coup, au lieu de couper en 2, ils ont multiplié par 2, ils se sont retrouvés à 22 et ça fait 11 contre 11. La deuxième hypothèse nous vient d'Angleterre, là où a été créé le foot moderne, et c'est dans les établissements scolaires qu'elle a eu lieu, puisque en fait ils jouaient au cricket lors des beaux jours, et l'hiver ils jouaient au foot pour garder leurs conditions physiques. Alors quand je dis établissement scolaire, c'est bien entendu lycée et université, évidemment, avec des jeunes hommes qui avaient au-delà de 16-17 ans. Et dans les dortoirs de ces jeunes hommes, eh bien, ils étaient 10 par dortoir, donc du coup, ils faisaient des matchs à 10 contre 10. Et puis, ils se sont rendus compte que 10v10, il fallait mettre un gardien, ils n'avaient pas envie d'être à 9 contre 9. Donc du coup, ils ont fait jouer leur pion, puisqu'il y avait un surveillant par dortoir, et le surveillant est allé au gardien. Alors pourquoi ils l'ont pas inclus dans le jeu? Pour ceux qui ont déjà fait du foot, du basket, enfin n'importe quel sport, du rugby, quand vous arrivez, vous êtes dans un club amateur, vous savez, vous avez une équipe première en senior qui joue en région au niveau national, et vous avez une équipe 2 en senior qui joue au niveau départemental, et vous avez 17, 18, 19 ans, et vous commencez à appréhender, à jouer avec ces seniors. Souvent on vous fait commencer les entraînements ou les matchs, vous faites quelques entraînements possiblement avec l'équipe 1, mais vous faites aussi avec l'équipe 2. Et là, dans l'équipe 2, vous avez un peu plus de joueurs qui ont mon âge, voire plus vieux que moi, puisqu'ils ont au-delà des 30-50, 35, 40 ans. Quand il n'y a pas d'équipe vétéran, ils sont potentiellement pas encore vétérans. Et puis vous savez, ils ont de la brioche, des genoux en vrac, ou alors même les deux. Vous avez la vitesse, l'accélération, la puissance, la détente, tout ce que vous voulez, tout ce qui fait la technicité, tout ce qui fait que vous allez les passer facilement, puisque eux n'ont plus la condition physique, mais ils ont ce qu'ils appellent l'intelligence de jeu et la science du placement. Et en fait, on va pas se mentir, leur intelligence de jeu et la science du placement, c'est qu'à chaque fois que vous essayez de les passer, ils vous mettent des gros taquets, des grosses tatanes, et ils vous défoncent la gueule, tout simplement, sans qu'à l'entraînement, il n'y ait jamais faute. Il y a il n'y a rien. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a préféré mettre les surveillants, qui devaient être dans une condition physique, musculaire peut-être autre que les joueurs, pour éviter ces petits débordements, et puis surtout parce qu'il y a moins de risque qu'un gardien de but blesse un joueur. La troisième hypothèse, c'est qu'en Angleterre, à l'époque, donc au 19e siècle, fin du 19e siècle, fin du 19e siècle, le cricket était le sport national, un sport très en vue, comme il l'est maintenant en Inde, qui est une ancienne colonie anglaise. Il est un peu moins en Angleterre, parce que le foot, par exemple, a pris le pas, mais il est toujours très joué. Et donc, le cricket se joue avec des équipes de 11. Du coup, vu qu'on a mis le foot et qu'on jouait toujours au cricket, on s'est dit, le foot, on va mettre des équipes de 11. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation au football est en constante évolution, pas pour cette règle-là, mais qu'à la base, dans les anciens, les ancêtres du football, on jouait souvent à des centaines contre des centaines, comme on l'avait vu dans ma vidéo qui a inventé le football. En tout cas, merci pour la question, et on passe à la deuxième. Et la deuxième question, elle nous vient de GG Factor. Alors, qui essaye toujours de m'assimiler à Astier? Là, on a Gérald de Palmas, bon, pourquoi pas, mais en tout cas, pourquoi dit-on 6 mètres? Pourquoi dit-on, quand il y a un dégagement de but, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a 6 mètres? Alors cette ligne de dégagement de but, la longueur qui la sépare de la ligne de corner, de la ligne de but, tout simplement, c'est prise à la base du poteau jusqu'à cette ligne, et il y a une distance qui a été calculée. Et cette distance, elle est tout simplement de 6 yards. Les yards n'existant pas en France, eh bien, si on convertit, ça fait en gros 5,5 mètres, 5,4864 mètres même. Et donc, on entend régulièrement aussi un dégagement aux 5,50 m. Ça vous arrive de l'entendre. Donc ça, c'est la bonne conversion.
Maintenant, le truc, c'est que si on dit un dégagement au 6 mètres, c'est parce que on a pris les yards, on les a mis en mètres et on a fait 6 mètres. C'est un peu comme quand vous voyez un film aux États-Unis et qu'on vous dit que la bagnole va à 50 miles à l'heure et que c'est converti en 80 km/h, et des fois c'est pas converti. Donc on vous dit ouais, c'est à 50 bornes, et sur un panneau vous voyez marqué 50 miles, et en fait c'est pas 50 bornes, c'est beaucoup plus. C'est juste qu'on a retranscrit et qu'on a changé l'unité de calcul, de mesure, tout simplement. Alors deux petites choses complémentaires, je sais pas si vous saviez, mais dans les règles du foot, on ne peut pas marquer un but contre son camp sur un dégagement de but, sur un dégagement au 6 mètres. Si jamais sur un dégagement au 6 mètres, il y a but contre son camp, eh bien il se passe qu'il y a corner pour l'équipe adverse. Et puis l'autre chose, c'est que moi j'ai ma théorie à moi, et c'est qu'en France, on a calculé que en fait, entre la ligne de but et cette fameuse ligne des 6 yards, des 6 mètres ou des 5 mètres 50, on a tout juste de quoi caser 6 mètres Gims, et donc c'est devenu notre unité à nous pour dire les 6 mètres. Et cette question nous vient de GoYomix qui nous demande comment le temps additionnel est-il calculé et comment ça se fait qu'il y en ait des fois que 3 minutes alors que le jeu a été arrêté pendant 10 minutes pour telle ou telle raison, enfin bon voilà. Alors il faut savoir qu'il y a déjà eu une réflexion là-dessus, notamment pendant la dernière Coupe du Monde, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont essayé de décompter tout ce qui a été touche, coup franc, parce que c'est vrai que par exemple quand l'arbitre siffle un coup franc, le temps qu'ils mettent le mur en place, le temps que ça et tout, ça prend des fois 1 minute, et ils avaient calculé qu'en moyenne il y aurait dû avoir 13 minutes d'arrêt de jeu. Alors déjà ce qu'il faut voir, c'est que les arrêts de jeu sont calculés par mi-temps, et il est impossible de prendre un arrêt de jeu qui n'a pas été décompté en première mi-temps, de le rajouter à la fin de la deuxième mi-temps, c'est impossible, c'est interdit par le règlement, pardon. Ce règlement d'ailleurs c'est la loi 7 qui le régit, et elle est sur le gaspillage du temps de jeu en gros, donc on va décompter ça. Comment est-ce qu'un arbitre accorde du temps additionnel ? Tout simplement les remplacements des joueurs, les blessures et leurs soins apportés sur le terrain, le transport d'un joueur blessé aussi et l'évaluation d'une blessure sur le terrain sont décomptés. Les pertes de temps qui sont volontaires, en fait on va voir qu'il y a d'autres pertes de temps qui ne sont pas décomptées. Et puis aussi toute autre perte de temps qu'on n'arrive pas à notifier, qui sont à l'appréciation de l'arbitre, qui ne lui semblent pas cohérentes et qui ne lui semblent pas aller dans le jeu. En fait c'est des pertes de temps qui ne sont pas prévues entre guillemets. Alors vous avez les arrêts normaux qui sont les touches, les corners, les coups francs, ça c'est des arrêts de jeu qui sont standards, sauf quand le temps est dépassé. Et d'ailleurs la règle des 6 secondes pour un dégagement de but n'est quasiment jamais respectée, mais un arrêt de jeu qui est sur un coup franc et le temps de mettre en place le coup franc ça prend 1 minute, ce ne sera pas décompté parce que c'est considéré comme un arrêt normal. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une différence entre temps de jeu effectif, temps réglementaire et le temps additionnel qui entre dans le temps réglementaire. Donc le temps de jeu effectif, c'est le temps que les joueurs passent avec le ballon sur le terrain, c'est le temps où le ballon est joué, disputé. Et en gros, il se situe entre 45 minutes pour le moins bon et 58 minutes, 60 minutes presque pour les meilleurs temps de jeu effectifs. Et là, il faut bien prendre en considération aussi que le temps additionnel rentre dans le temps réglementaire, c'est juste une question de sémantique, mais quand vous entendez à la télé, à la radio ou n'importe où, voilà, ça y est, on a atteint la fin du temps réglementaire à la fin des 90 minutes, non, en fait, les arrêts de jeu font partie, le temps additionnel fait partie du temps réglementaire puisqu'il est prévu par le règlement. Alors, il faut voir que le règlement aussi évolue. Il y a tout un tas de réflexions qui a été faites, notamment sur est-ce qu'on doit arrêter le chronomètre à chaque fois qu'il y a une touche, etc. Est-ce qu'on doit abolir les remplacements pendant les arrêts de jeu ? C'est quelque chose qui est prévu puisque les remplacements pendant les arrêts de jeu font gagner du temps et même si on rajoute 30 secondes, ça coupe l'action, etc. Mais bon, à ce moment-là, il y a aussi le cas des temps morts au basket dans les dernières secondes, qui font perdre du temps, qui coupent le jeu. Donc là, c'est comme ces remplacements, mais est-ce qu'on doit les abolir ? Ça, c'est quelque chose qui est réfléchi par l'IFAB, qui régit bien entendu ces règles, qui réfléchit sur ces règles. Et puis vous avez aussi une évolution du règlement pour que le jeu aille plus vite, comme les 6 secondes pour le dégagement, ou comme vous avez eu par exemple dans le basket, les 8 secondes pour passer milieu de terrain, ou les 5 secondes pour faire une touche. Et d'ailleurs, ces 5 secondes pour faire une touche sont une grande réflexion dans le foot. Est-ce qu'on mettrait pas un temps pour faire une touche, histoire que ça aille beaucoup plus vite ? En tout cas, bien sûr, comme toutes les autres questions, je vous mets des liens dans la description. Alors, si vous vous rappelez bien, il y avait l'histoire de la grotte de Julie Lescaut. Il n'y aura pas de lien, puisque la grotte de Julie Lescaut, elle n'existe pas. C'est la grotte de Lascaux. Si vous voulez, je vous mets un lien pour la grotte de Lascaux. Et ceux qui ont cru à cette histoire de Julie Lescaut, à la grotte de Julie Lescaut, alors certainement que Julie Lescaut, personnage fictif interprété par Véronique Jeunesse il y a des années de ça, a une grotte, il n'y a pas de souci, je suis jamais allé les visiter, mais c'est les grottes de Lascaux. Et si vous avez cru à cette histoire-là, va falloir vous remettre en question, essayer d'aller vérifier un petit peu le vrai du faux, parce que la vie va pas vous faire de cadeaux, parce que la vie, c'est pas les bisounours. La 4e question a été posée par Steven Seagal, ton héros, et qui nous demande « C'est quoi le poste, le job d'un libéro ?» Alors libéro, ça vient du latin liber, qui veut dire libre, voilà tout simplement, et c'est aussi un prénom qui existe, libéro, libera. Sinon un libéro, c'est un défenseur qui est entre le gardien et la ligne défensive, les autres défenseurs en tout cas, et qui est chargé de les couvrir, de
colmater les brèches et de réparer entre guillemets leurs erreurs. Donc il doit être très attentif à tout ça. Dans ce rôle pur là, on peut prendre l'exemple du libéro au volet qui est vraiment là pour accomplir des tâches défensives et qui on voit souvent fait des sauvetages extrêmes, des sauvetages de dernière seconde sur des ballons très puissants, très forts. Et on a ce rôle là dans le foot aussi. Alors souvent on a un lien de complémentarité avec le stopper qui lui est en contact direct avec l'attaquant, qui va le prendre, des libéraux qui est un peu plus derrière et qui se fait que si jamais le stopper est passé par un dribble ou une passe, eh bien le libéro est là pour couvrir. Souvent, on évoque le libéro dans une défenseur à 3 centraux. Et dans ces défenses à 3 centraux, il est en retrait de 2 stoppers qui eux sont en contact un peu plus haut des attaquants. On l'a vu un petit peu avec la Juve de Conte, avec le joueur Bonucci. Donc là, il est en retrait et il lui faut une certaine vision du jeu, un certain placement, une anticipation, une lecture du jeu qui lui permet de combler les brèches. Et cette saison, l'exemple parfait pour moi du libéro qui a toutes les qualités requises, c'est Thiago Silva. Dans le système de Thomas Tuchel à 3 défenseurs centraux, il est parfait et je vous invite à aller voir, je vais vous le mettre dans la description, la vidéo de la Gazette Tactique sur le travail de Thiago Silva. Vous avez eu un autre type de ce qu'on appelait libéro parce qu'on l'appelait en joueur libre, c'était Franz Beckenbauer qui lui évoluait un petit cran au-dessus de la défense et qui était chargé de de mener les premiers assauts. Donc il allait beaucoup de l'avant, il n'était pas du tout en couverture, mais il était là pour ce qu'on appelle les relents. C'est-à-dire on lui donnait le ballon, paf, il allait de l'avant. On voyait beaucoup Beckenbauer faire des courses de l'arrière vers l'avant et être dernier passeur, voire buteur. Voilà, le libéro, globalement, c'est celui qui est juste entre la défense et le gardien, qui est chargé de colmater les brèches. Et je vous invite grandement à voir le boulot de Thiago Silva cette saison là-dessus. Et puis en passant, on va rendre en hommage à tous les grands libéraux à travers les âges. La dernière question nous vient de Marco Materazzi qui me demande s'il y a un palier à 30 ans. En fait, c'est vrai que les trentenaires, on dit souvent qu'ils sont hors de condition. Et est-ce qu'à 30 ans, il y a vraiment des changements physiologiques ? Voilà, moi je vais avoir 35 ans à la fin de l'année. Tout s'est plutôt bien passé, je reconnais que c'était une petite séance, mais... Je reviens, je sens plus mon... Non, en fait, c'est vrai qu'on part souvent du cap des 30 ans pour un tas de raisons. Et d'ailleurs, je vais vous mettre un document, plusieurs sources, et notamment un qui sont des cours de STAPS. Donc il y a quelques barrières à connaître qui sont du niveau de dégénérescence cellulaire, neuronale, et ensuite plus physiologique, voire anatomique, que ce soit au niveau des fibres musculaires, que ce soit au niveau des cellules, que ce soit au niveau de la perte de tissu adipeux, en fait, de cellules graisseuses, et puis aussi au niveau des os. Et ces paliers peuvent commencer à 20, 25, 30, 35, 40, 45 et plus tard. Alors en vrai, il n'y a pas vraiment de palier important à 30 ans, c'est surtout que pour les sportifs de haut niveau, voire très haut niveau, eh bien on a une hygiène de vie qui est très importante puisque c'est aussi en fonction de ce qui a été fait avant. Il faut savoir qu'un sportif de très haut niveau, un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui accumule les blessures. Il y en a tout le temps. En fait, un sportif de haut niveau, il passe son temps à réparer des petites blessures, des petites lésions, des blessures de fatigue, etc. Des blessures qui ne se voient pas, mais des blessures qu'il a, des traumatismes en fait, ce qu'on appelle des traumatismes. C'est-à-dire qu'à chaque fois en fait, que vous faites un saut et que vous atterrissez, eh ben, il y a un traumatisme qui est fait sur vos muscles, sur vos articulations, sur vos os, et puis autres, les tendons, etc. Donc du coup, étant donné qu'on passe notre temps à réparer ces traumatismes, eh bien tout simplement, il faut une hygiène de vie et un repos qui est très important. Et si on n'a pas ça, ben, en effet, on voit qu'il y a certains joueurs qui à partir de 28-30 ans commencent à baisser. On l'a vu par exemple, en gros, chez des joueurs comme Ronaldinho ou autres, et on a vu que ça avait baissé au niveau des performances, et c'est quelque chose qu'on voit pas par exemple chez Cristiano Ronaldo, qui lui est dans une forme incroyable, ou chez Zlatan, qui avait quasiment pas été blessé gravement, jusqu'à là, ses 35 ans et sa grosse blessure au genou. Donc il n'y a pas de barrière en fait à 30 ans, il y a juste une baisse en termes de capacité cardiovasculaire, qui se fait au fur et à mesure de la vie, une baisse en termes de dégénérescence cellulaire, dégénérescence neuronale aussi. Vous avez une baisse en termes de capacité à transformer le tissu adipeux en muscle, et aussi à capacité
à développer les qualités musculaires et à développer par exemple les fibres musculaires, parce que vous savez, quand on prend du muscle, bah, on multiplie les fibres, on développe les fibres selon ce qu'on travaille, selon si on travaille vite avec peu de poids ou doucement avec beaucoup de poids, ça dépend ce qu'on travaille, la masse, l'élasticité musculaire, cette élasticité musculaire qui baisse aussi, donc vous avez plein de choses comme ça qui baissent, j'en oublie, je vous mets des documents bien entendu dans la description qui pourront vous aider. Donc voilà, vous comprenez à la fin de la vidéo pourquoi j'ai pris que 5 questions, parce qu'il faut quand même du temps pour y répondre, et même si ces questions paraissent bêtes, bah en fait elles peuvent amener des réponses très intéressantes, moi j'ai trouvé. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires, on se retrouve au prochain épisode, le temps que vous mettiez les questions, le temps que j'y réponde, le temps que je trouve comment y répondre, et puis si la vidéo vous a plu, le pouce bleu bien évidemment, le partage, l'abonnement si vous n'êtes pas abonné, et puis le soutien sur Utip. Je vous remercie de me suivre, rejoignez-moi pour qu'on soit de plus en plus nombreux, et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.